gens-là qui font ces calculs-là, des gens qui font des simulations, des gens qui présentent les options, et le ministre, le Premier ministre, ils sont là pour prendre des décisions stratégiques en toute connaissance de cause, c'est-à-dire en ayant toute l'information nécessaire disponible à leur niveau. C'est vrai, c'est des postes de leadership, mais celui qui les incarne peut avoir son influence sur les choix qui doivent être opérés, n'est-ce pas? Absolument, mais je crois qu'il s'agisse de l'ancien Premier ministre, qu'il s'agisse des fonctionnaires auxquels vous faites allusion, tous ces gens-là ont occupé des postes de leadership dans leur structure respective. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne forme pas des ministres, on ne forme pas des présidents. Enfin bien, et je disais à un de vos confrères ce matin que ce sont des positions qui font appel davantage au leadership, aux attributs personnels des acteurs. On veut choisir des gens qui soient déterminés. On veut choisir des gens qui soient ouverts d'esprit. On veut choisir des gens avec un certain niveau d'analyse. On veut choisir des gens qui savent résister à l'adversité, etc., etc. Mais ça, on n'enseigne pas. Ça, c'est des attributs personnels. Donc, je crois que c'est, à mon avis, inapproprié de dire que telle personne vient de tel secteur, l'autre vient de tel autre secteur, donc ce n'est pas... ça n'a pas été un facteur de blocage, à votre avis, la présence des banquiers? Je ne crois pas. Maintenant, mais de toute façon, le pays a toujours été bloqué. Absolument. Je vous dis, le revenu par tête actuellement est inférieur à son niveau de 1960. Et on a eu des premiers ministres de profil assez divers. Donc je ne crois pas que ce soit un problème de banquiers, de fonctionnaires. Pour les fonctionnaires, on peut pas le dire. Parce que le ministère des Finances a toujours été géré par les régies financières, le Trésor et autres. C'est peut-être qu'on a eu... Mais puisque ces gens-là sont produits, par exemple, de ces services du ministère de l'économie et des finances, l'impôt et les domaines, la douane, est-ce qu'on peut attendre avec eux des changements réels? Mais les autres ministres des Finances qu'on a connus venaient également des régies financières. Abdoulaye Diop, je pense que c'était un inspecteur. Le Trésor, Hadjibou Soumaré, même chose, et ainsi de suite. Je ne vois pas pourquoi ça devrait poser problème. Moi, je crois qu'on devrait utiliser nos énergies à comprendre quels sont les problèmes auxquels on est confronté et comment est-ce qu'on pourrait y faire face individuellement et collectivement. Mais faire des élucubrations sur les capacités personnelles des uns et des autres, alors qu'il n'y a rien de tangible sur lequel on peut se fonder, je crois que ça ne me paraît pas très utile. D'accord. Au-delà des hommes, il y a maintenant les options, comme celle qui consiste à donner à la planification une place stratégique dans l'attelage gouvernemental. Alors, ce retour du ministère du Plan, est-ce que ça peut permettre effectivement de relancer le cap? Oui, là aussi j'ai entendu beaucoup de confusion, beaucoup d'amalgame. J'ai entendu des gens dire qu'on est en train de revenir à l'ère communiste. Je dois dire simplement que ce qu'on a le plus manqué dans ce pays, c'est de planification. Et la planification dont il s'agit ici est une planification indicative. Ce n'est pas une planification impérative, comme ce qu'on avait l'habitude de voir dans l'ex-Union soviétique. On avait une structure très puissante qu'on appelait le Gosplan, et qui décidait de tout. Qui décidait vraiment de tout. Ce n'est pas le cas ici. Non. Ici, je pense, tel que je perçois le ministère du Plan, de toute façon, tel que ça a fonctionné jusqu'ici, parce que ça ne date pas de maintenant, ça a été supprimé, ça a été réhabilité, ça existe dans beaucoup de pays voisins, avec des dénominations variables. Mais ce qu'on attend du ministère du Plan, c'est de coordonner l'action du gouvernement, veiller à ce que les objectifs que le président décline soient traduits et au niveau sectoriel, au niveau le plus décentralisé. Je donne un exemple. Le président peut dire il nous faut un taux de croissance de 7%. Mais ça, c'est le niveau très macro. Il faut après décomposer ça au niveau des macro-secteurs, le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire. Après ça, même au niveau des macro-secteurs, il faut faire une décomposition plus fine. Dans l'agriculture, par exemple, il y a l'élevage. Dans l'élevage lui-même, on a l'élevage des porcins, l'élevage, etc., etc. Donc, au niveau le plus fin, il faut déterminer quel est le potentiel de croissance qu'on a,
quelles sont les contraintes, qu'est-ce qu'il s'agit de faire pour avoir par la suite des croissances pondérées qui correspondent à ce que l'autorité suprême a décliné. Oui. Mais ça, c'est le rôle du ministère du Plan. Et je vous dis que même dans les pays très capitalistes, comme aux États-Unis, je l'ai dit encore ce matin, c'est qu'il y a des bureaux qui sont chargés de planification et qu'on appelle des bureaux de planification ou dans leur mandat, comme le bureau of Labor Statistics qui fait des planifications en matière d'emploi, en matière d'éducation et dans beaucoup de domaines. Donc je crois que la planification, on en a besoin, même dans les économies capitalistes. Et on attend maintenant que le ministère du Plan joue un rôle extrêmement important en matière d'abord de communication gouvernementale. Je pense qu'il y a des choses à faire au niveau de la communication dans le domaine économique, de coordination de la politique économique, parce que la politique économique c'est très vaste. Quand on parle des politiques économiques, les gens pensent que c'est seulement la monnaie, c'est seulement le budget, mais ça c'est la macro. Les sectoriels également font partie. L'agriculture, l'industrie, l'éducation. Mais tout ça, ça relève de la politique économique, mais des politiques économiques sectorielles. Et à mon avis, il n'y a pas suffisamment de coordination à ce niveau-là. J'ai comme l'impression qu'il y a des agendas un peu particuliers à chaque ministère et qu'on déroule. Et ceci conduit parfois à des actions qui tendent à se neutraliser au niveau macro. Et là, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner. Très bien. Alors, le Sénégal, toujours dans ce cadre-là économique, va chercher le financement de son plan national de développement économique et social. Au mois d'octobre prochain, à Paris, le président Sall même en a parlé. Il a dit on tentera d'obtenir plus de 6 000 milliards de francs CFA. Alors, vous avez vu certainement le document de stratégie nationale de développement économique. Est-ce que vous voyez du solide là-dedans qui peut convaincre les bailleurs? Moi, je crois que, bien sûr, le document de stratégie, je l'ai vu. Et c'est un document qui est bon, dans l'ensemble, dans la lignée de ce qu'on voit, ce qu'on a vu dans les années antérieures. Parce qu'avant aussi, on avait le document de stratégie. On avait le DCP. Le DCP, c'est le document de stratégie de réduction de la pauvreté. Mais le document actuel est une amélioration, disons, du DSRP. Mais je crois qu'on a besoin, et on a beaucoup d'autres documents qui circulent. On a la stratégie de croissance accélérée et beaucoup d'autres documents. Je crois qu'on a besoin de mettre en cohérence tout cela et besoin de procéder à une analyse beaucoup plus approfondie de nos contraintes, de nos potentiels de croissance et d'avoir des matrices d'action plus claires et plus faisables. Ceci étant dit, je suis persuadé qu'avec le document qu'on a, on va peut-être avoir beaucoup d'engagement. Et ça aussi, c'est pas nouveau. On a eu beaucoup d'engagements dans le passé. C'est pas la première fois qu'on va au groupe consultatif. Les bailleurs vont prendre des engagements. Mais les décaissements, c'est autre chose. Ça, c'est deux. Et même à supposer que les décaissements soient faits, ce qu'il faut faire, c'est également important. C'est-à-dire ce qui est derrière. Et comme vous avez dit tantôt, la stratégie, ça me paraît extrêmement important. Je pense qu'il y a quand même des choses à faire dans ce domaine-là. On a besoin d'aller au-delà de ce qui est disponible dans le document actuel. Et comme je l'ai dit, qui est une DSRP améliorée. Et d'ailleurs, ce qu'on doit voir, c'est que le DSRP, c'était une vision d'un homme, de Wolfenson, qui avait sa vision du développement, qui a mobilisé les universitaires, qui a mobilisé beaucoup de ressources pour faire des enquêtes, des études. Et dans tous les pays dans lesquels la Banque mondiale intervient, il y avait un document qui s'appelle document de stratégie de réduction de la pauvreté. Mais ça ne peut pas se substituer à un document interne. Je crois que ça, c'est un problème avec nos États. Vous voulez dire quoi? Que les États, nos États doivent voir comment eux-mêmes financer leur développement, c'est ça? D'abord, pour le financement, on n'a pas beaucoup d'épargne. Je crois qu'il faut qu'on se dise la vérité. On n'a pas beaucoup de ressources. On n'a pas mobilisé les ressources nécessaires pour prendre en charge tous les financements requis. Okay? On a besoin du soutien de nos partenaires. Ça, c'est deux. Mais j'ai parlé plus fondamentalement de stratégie. Parce que je vais peut-être vous surprendre, mais dans le monde actuel, ce qui pose problème, ce ne sont pas les ressources. Ce qui pose problème, ce sont les bonnes politiques. Parce que le financement règle... Il y a beaucoup d'argent, beaucoup de capitaux qui circulent. Ce qui pose problème, c'est les politiques, c'est les programmes et c'est les projets à financer. Et à ce niveau-là, nos pays ont énormément de
retard. Je ne parle pas seulement du Sénégal, mais de la plupart des pays de l'UEMOA et d'Afrique, de façon générale. Lorsqu'on parle de politique publique, on nous brandit des documents des bailleurs, que ce soit le Doing Business. Et moi, je suis sidéré quand je vois un fonctionnaire ou un ministre de la République qui jubile parce que le Sénégal a gagné quelques points dans le Doing Business. Gagner des points dans le Doing Business, je ne peux pas dire que ça ne signifie pas grand-chose, mais ça ne développe pas un pays. Il y a des pays qui ont de bons classements dans le Doing Business. La Tunisie est classée 50e dans le Doing Business. La Chine et le Brésil, qui sont quand même des pays émergents, sont très loin derrière. La Namibie est bien classée dans les indicateurs de transparence internationale. L'Inde, le Brésil, la Chine sont encore très loin derrière. Et quand on regarde les performances en termes de PIB par tête, de revenus par tête, ces pays-là font beaucoup mieux que les pays. Ça veut dire que ce sont des concepts qu'on nous vend comme ça? C'est pas ça. Le problème, c'est que je dirais que c'est un peu de plaidoyer. C'est normal. Il faut protéger le droit des enfants. Il faut protéger la gouvernance. Il faut lutter contre le blanchiment. Et donc, c'est des contraintes. Donc, il faut tenir compte. Mais ça ne peut pas se substituer à une vision nationale, une stratégie nationale à décliner et à opérationnaliser. C'est ça le problème. D'accord. En définitive, vous voulez dire quoi? Il est temps pour nos gouvernants d'être par exemple, plus efficaces dans les choix qui sont opérés ou dans les options carrément économiques? Ce que je veux dire simplement, c'est qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue. Les pays et l'humanité, de façon générale, a acquis énormément d'expérience en matière de gestion des économies et en matière de gestion des processus de transition des pays vers le développement. Au début, le rythme auquel on voyait des pays émerger était très lent. Vous vous rappelez, il y a l'Angleterre, la France, l'Allemagne, la Hollande, après très tard, les États-Unis, le Japon. Maintenant, ce n'est plus le cas. Chaque année qui passe, on voit beaucoup de pays qui émergent. Ça prouve que l'humanité a gagné en expérience en matière de transition économique. Et il s'agit juste de comprendre cela et de mener les politiques appropriées et pour mener notre pays dans cette direction. D'accord. Je rappelle que la stratégie nationale de développement économique et social, c'est sur 4 ans, 2013-2017. Elle repose sur 3 piliers: croissance, productivité et création de richesse 1. Deuxièmement, capital humain, protection sociale et développement durable. Troisièmement, gouvernance, institutions, paix et sécurité. Alors, mobiliser le financement, c'est donc bien, c'est ce que vous disiez, mais comment maintenant provoquer le regain de productivité qui est visé ici et du coup booster la croissance? D'abord par les bonnes politiques. Je crois que on a tendance, à mon avis, dans ce pays, à confondre vitesse et précipitation. Dans le domaine de l'économie, on ne peut pas compter sur son intuition, sur son inspiration pour faire avancer les choses. Je crois qu'il faut prendre le temps d'étudier les choses de manière systématique et de pouvoir identifier les leviers sur lesquels on agit. Et la première chose qu'on doit faire, à mon avis, actuellement, c'est d'apporter plus de cohérence dans les objectifs et dans les interventions de l'État dans le domaine économique. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a énormément d'incohérences. Je donne un exemple. Actuellement, tout le monde le sait, le gouvernement a la volonté de booster la croissance. Ça, il n'y a pas de doute. Le gouvernement a la volonté de créer davantage d'emplois. Mais parallèlement, on prend d'autres mesures qui tendent à neutraliser cette intervention de l'État sur le marché du travail et pour la croissance, par exemple à travers le quitus fiscal. Les gens n'en parlent pas, mais il y a beaucoup d'activités qui sont étouffées avec le quitus fiscal. Et vous me direz qu'en général, il s'agit d'entreprises informelles qui ne paient pas d'impôts. Ils devraient payer les impôts, je suis d'accord, mais les entreprises informelles font partie du paysage économique du pays. Il y a l'informel partout. Il y en a au Brésil, il y en a en Inde, il y en a à New York. Et nulle part, on a dit qu'il fallait étouffer ces entreprises-là. Les chefs d'entreprise parlent, ils s'en plaignent. Mais il faut les amener à se formaliser, mais pas à les étouffant. Parce que quand on les étouffe, la production baisse et le chômage augmente. Parce que c'est de l'étouffement, vous êtes d'accord? Je pense, oui, je pense, oui. Parce que les entreprises qui sont tout à fait en règle avec les fiscs, on le compte sur le bout des doigts. Mais les petites entreprises sont les entreprises qui ont le plus de difficultés avec le fisc. Vouloir le dire que vous ne recevez aucun paiement de l'État alors que l'État est le client le plus important de notre économie, aussi longtemps que vous ne régularisez pas votre situation, mais je crois que c'est les étouffer.
Okay? Et je suis d'accord avec la volonté d'amener tout le monde à payer ses impôts. Donc c'est un paradoxe de vouloir créer de la richesse avec le secteur privé et de procéder à ce que vous appelez étouffement. Mais c'est ça, et à mon avis, ça procède du fait qu'il y a un déficit de coordination. Un gouvernement, c'est un tout. C'est comme une équipe de football. Oui. Il y a un attaquant, il y a un défenseur, il y a un gardien, mais il y a un système de jeu. Il y a une cohérence interne. Oui. On ne peut pas laisser chaque joueur faire ce qu'il veut. Oui. Très bien. Alors, c'est cette coordination-là un peu qui manque, à mon avis. Et dans l'équipe actuelle, comme dans les équipes précédentes. C'est pour ça que je disais que j'avais énormément de déception dans la manière dont la politique économique est pilotée dans notre pays. Et ça aboutit à énormément de confusion et d'incohérence. J'ai donné le cas du crise fiscal, mais il y a d'autres... Mais quand même, ici, l'État est dans une logique de recouvrement. Ça, c'est le rôle naturel de l'État. Je suis d'accord, notre budget est faible. Oui. Vous savez, le budget est faible, le PIB est faible. Et je pense que l'État doit tout faire pour élargir la base taxable. Parce que c'est comme ça qu'on peut financer les infrastructures. Il y a beaucoup de demandes partout. Besoin d'éducation, besoin de santé, besoin de routes, etc., etc. Donc ça, c'est louable. Mais ce n'est pas en détruisant la base productive qu'on va collecter. Parce que le premier déterminant de l'impôt, c'est l'activité économique. Que ce soit les droits de douane, que ce soit l'impôt indirect. Si l'activité économique baisse, mais l'impôt va baisser. Donc le gouvernement n'a pas intérêt à étouffer. Mais on veut parler d'emploi, de création d'emplois. Qui crée les emplois? C'est les entreprises. Et les entreprises formelles créent une proportion négligeable de l'emploi. La plus grosse part de l'emploi est créée par les entreprises de l'informel. Donc on n'a pas intérêt à les étouffer. Il faut les réguler. Parce que c'est des gens qui tirent profit du système de manière indue. Il faut donc mettre de l'ordre dans ça, mais sans scier la branche sur laquelle on est assis. D'accord. Donc revoir le quitus fiscal passe forcément par une révision carrément de ce code général des impôts qui était en discussion. Absolument. Je crois que le point est plus large, parce que ça c'est un exemple précis que j'ai donné. Mais vous pouvez multiplier les exemples à profusion. Il y a énormément d'incohérences, comme je vous l'ai dit, et ça c'est prévisible parce que s'il y a des interventions qui se font à l'échelon de tous les ministères et qu'il n'y a pas beaucoup de coordination, on peut s'attendre à ça. Mais un autre exemple, le nombre de personnes qui ont un compte bancaire dans ce pays, ça ne fait pas 5%. Selon les statistiques officielles de la BCEAO. Et il y a des programmes pour amener les Sénégalais à ouvrir des comptes bancaires, parce que c'est comme ça qu'on peut mobiliser l'épargne. Mais parallèlement, qu'est-ce qu'on fait? On limite le nombre d'espèces qu'on peut verser. Et dans les institutions bancaires, ça c'est une contradiction. On dit que c'est pour lutter contre le blanchiment. C'est peut-être efficace, mais le blanchiment, ça peut emprunter les circuits bancaires, ça peut aussi se faire en dehors des circuits bancaires, et ça tout le monde le sait. Si vous voulez envoyer 50 millions, 100 millions, 200 millions aux États-Unis, aller à Sandaga, et on le fait sans que ça ne passe par les banques. Il y a beaucoup de choses. Ça répond à un souci de bonne gouvernance, ça c'est indispensable. C'est très bien. C'est le développement. Mais c'est très bien, on a besoin, mais on a... Ce que je dis, gouverner, c'est pouvoir naviguer dans des contraintes. Trouver le juste équilibre. Voyez bien, on a besoin d'améliorer la gouvernance, on a besoin de lutter contre la délinquance financière, on a besoin de lutter contre le blanchiment d'argent, mais on a besoin également de mobiliser l'épargne. Et ça c'est important. Et il faut faire en sorte que les objectifs puissent être atteints de manière optimale. Et vous voyez, le débat qu'il y a eu concernant le code des marchés, mais ça procède de la même logique. Il faut assurer la gouvernance, mais sans bloquer l'activité. Il faut aller vite. Je suis d'accord. Là, vous êtes d'accord avec les pouvoirs publics. Mais il faut aller vite. Il y a des facteurs de blocage dans ce code, non? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a essentiellement deux piliers concernant la gouvernance. Le premier pilier, c'est la transparence. On a besoin de managers qui soient transparents, qui soient honnêtes, qui gèrent bien les deniers de l'État. De deux, on a besoin d'efficacité. On a besoin de managers qui atteignent des résultats. Et à mon avis, dans ce pays, les choses sont biaisées vers le premier palier. Il y a beaucoup d'institutions de contrôle. C'est une bonne chose. Mais il n'y a pas suffisamment d'institutions d'évaluation.
Les gens ont tendance à penser qu'une fois que le manager prouve que ses règles de gestion sont transparentes, ses actes de gestion ne posent pas de problème, et il les quitte avec sa mission, avec son mandat. C'est pas vrai. Avec les ressources qu'on a, il faut faire en sorte que les résultats soient les plus élevés possibles. Et je crois que dans notre dispositif de pilotage de notre économie, ces deuxième pilier-là manque un peu. D'accord. Alors, professeur Mbaye, on reste sur le secteur de l'emploi. Je vois que ça vous intéresse beaucoup parce que vous avez fait beaucoup de réflexions là-dessus. Pour dire qu'il y a un secteur refuge ici, qu'on appelle le secteur informel, qui pratiquement contribue à hauteur de 50% du PIB. Considéré comme refuge, je le disais tantôt, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui y trouvent leur compte. Alors, est-ce qu'on a suffisamment exploré cette piste-là dans le cadre de la création de l'emploi? Alors, l'informel s'est imposé, disons à nous, comme il s'est imposé à tous les pays. Au début, lorsqu'on parlait d'informel, vers la fin des années 60, les gens disaient que c'était une maladie du sous-développement, que si les revenus par tête augmentaient, l'informel allait disparaître. Ce n'est pas le cas. La Chine a connu des taux de croissance importants, l'Inde a connu des taux de croissance importants, mais l'informel est toujours là dans ces pays. Donc, ce n'est pas vrai de penser qu'il aurait fallu que les revenus augmentent pour que l'informel disparaisse. Je crois que les spécialistes sont maintenant conscients de cela. Alors, l'informel maintenant, on sait pourquoi il se développe. L'informel se développe lorsqu'il y a trop de bureaucratie, et dans notre pays, il y a trop de bureaucratie. L'informel se développe lorsqu'il y a trop de taxes, et dans notre pays, il y a trop de taxes. L'informel se développe lorsque l'État est faible, et dans notre pays, comme dans les pays qui nous entourent, l'État est faible. Ça, c'est un fait qui est là. Maintenant, l'informel, c'est là, c'est un phénomène économique, c'est un défi qu'il faut relever, et il faut le faire de manière réfléchie, je pense, comme on essaie de le faire dans tous les pays qui sont confrontés avec ce problème. D'accord. Ça veut dire quoi? L'encadrer, la nécessité de l'encadrer? Il y a une nécessité de formation, il y a une nécessité de réforme de l'environnement institutionnel. Ça, c'est important, parce qu'encore une fois, l'environnement institutionnel n'est pas tellement favorable à la poursuite des affaires. Ça, tout le monde le sait, tout le monde l'a dit. Vous-même, vous avez dit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ferment. Mais quelles sont ces entreprises-là? Ce sont des entreprises de formule en général. Et ne soyez pas étonnés de voir les promoteurs de ces entreprises-là aller se réfugier dans l'informel. Donc l'État a des choses à faire pour améliorer l'environnement institutionnel. Et il y a beaucoup d'autres choses à faire dans ce domaine et dans le pilotage de l'économie pour rendre attractif le fait de faire des affaires tout en respectant les règles et les régulations du pays. Alors l'emploi, on le sait, ça a été un casse-tête pour pratiquement tous les gouvernements qui se sont succédés, et ce depuis très longtemps. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est un problème insurmontable, qu'on n'a pas de solution miracle à ce problème-là? Il n'y a jamais de solution miracle. Je vous ai dit tantôt que le pilotage de l'économie c'est pas aussi simple qu'on le croit. Vous savez, j'ai un collègue qui enseigne à Dartmouth. Il avait fait un papier très provocateur. Why can't economists talk to normal people? Pourquoi les économistes ne peuvent pas parler aux gens normaux? Parce qu'on n'a pas une science ésotérique, c'est pas comme la médecine. Et donc c'est théoriquement accessible à tout le monde. Et les gens, parfois, ne se rendent pas compte que il y a des outils extrêmement importants, des outils d'analyse, des outils d'investigation, des outils opérationnels qui sont nécessaires pour un bon pilotage de l'activité économique. Et je crois que la question de l'emploi, ça procède d'abord d'une chose, notre problème démographique. On a une population jeune, on a un taux de fécondité encore important. Et chaque année, il y a à peu près 200 000 personnes qui entrent sur le marché du travail. D'abord, les chiffres ne sont pas fiables. Mais selon certaines estimations que je pense fiables, il y a 200 000 personnes qui entrent sur le marché du travail. Du fait de l'âge. Parce qu'à partir de 15 ans jusqu'à 64 ans, on est sur le marché du travail. Donc ces gens-là, il faut les mettre quelque part. Alors, dans d'autres pays, on a utilisé ça comme une opportunité. Chez nous, c'est une contrainte. Dans les industries traditionnelles, il y a un déterminant de la compétitivité qui est important. Et ce déterminant, c'est quoi? C'est la main-d'œuvre non qualifiée dont on dispose. Mais nous, on ne sait pas quoi faire. Mais la Chine a construit la base industrielle
je veux dire, de son économie. Et à partir de cela, la Chine a commencé par les industries traditionnelles. Tous les autres pays, pratiquement, ont commencé par les industries traditionnelles. Maintenant, dans le processus de développement, les salaires augmentent. La main-d'œuvre est de plus en plus qualifiée. Et donc, ces pays qui émergent perdent progressivement leur avantage par rapport à cela. Mais c'est l'opportunité pour nous de tirer profit de cela, comme exactement des pays comme le Bangladesh le font. Un pays comme le Bangladesh, c'est un pays comme nous. Beaucoup d'habitants, beaucoup de main-d'œuvre non qualifiée, mais ça devient le nouveau pôle mondial du textile et de la confection. Je crois qu'on devrait... C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de miracle. Il y a des industries traditionnelles, il y a des contraintes objectives qui sont là, à l'échelle internationale, à l'échelle domestique. Il y a des opportunités qui sont là et il s'agit d'en tirer profit. Donc, créer ou mener une bonne politique d'emploi. Absolument, une bonne politique d'emploi, encore une fois, c'est une politique qui allie croissance et emploi. Très bien. On ne peut pas faire... on peut faire la croissance sans emploi, mais on ne peut pas créer des emplois sans croissance. Et dans le cas de nos pays où la main-d'œuvre n'a pas une qualification suffisante, je crois qu'il y a besoin de booster les activités, il y a besoin de promouvoir les technologies qui consomment de la main-d'œuvre, parce qu'il y a des technologies qui économisent la main-d'œuvre, on n'a pas besoin de cela. Un secteur clé sur lequel d'ailleurs le gouvernement veut s'appuyer pour booster le développement, c'est l'agriculture. Ici aussi, il y a beaucoup de problèmes qui ne datent pas d'aujourd'hui. Quelle est la difficulté? Pourquoi on n'arrive pas à booster ce secteur-là? Il y a un problème, il y a des contraintes. Ça, il ne s'agit pas de le nier. Il y a des contraintes climatiques, il y a des contraintes physiques, il y a aussi des contraintes politiques. Et je voudrais davantage me présenter sur les contraintes politiques. Je crois que la première chose que l'État a intérêt à faire maintenant, c'est de clarifier ses choix politiques. Dans le domaine de la politique agricole, comme dans beaucoup de domaines, on n'a pas de choix clair. On parle d'exploitation familiale. On parle également des grandes plantations. Mais ça, c'est des choix contradictoires. L'État peut dire, j'opte pour l'une des options, ou j'opte pour l'autre option. Mais on ne peut pas faire les deux. Et j'ai l'impression qu'on est dans une logique de vouloir faire les deux. Et ça ne marche pas. Je crois que les exploitations familiales ont des avantages en termes de laisser les paysans maîtriser leur propre destin, être eux-mêmes des entrepreneurs. Parce que s'ils vont travailler dans les exploitations, ils vont être des ouvriers agricoles. Mais quand on a des grandes plantations, et on a plus d'innovation, on a plus de capitaux, etc. etc. Mais ça, c'est des choix. Et qu'il faut faire. Mais qu'il faut décliner de façon claire. Oui, mais en tenant compte aussi de la réalité paysanne du Sénégal. Absolument. Les gens l'oublient souvent aussi, mais on a une agriculture plutôt paysanne. Oui. On n'a pas encore, je veux dire, cette technologie requise. Mais si on opte maintenant pour ce type d'exploitation-là, il faut qu'on accepte les conséquences. Et c'est une activité où il n'y a pas beaucoup d'investissement, où il n'y a pas beaucoup d'innovation. C'est une activité où la productivité est très faible. Va bien, mais c'est un choix possible. Va bien, parce que les choix économiques relèvent du politique. Mais les experts peuvent dire à l'État, si vous faites tel choix, voilà ce que vont être les implications économiques de votre choix. Et en ce moment-là, le politique décide en toute connaissance de cause, mais décline les options, ce qu'on ne voit pas. Actuellement, est-ce que vous pouvez dire quel est le choix du gouvernement entre les deux? Est-ce que c'est pour aller vers les plantations? Est-ce que c'est pour aller vers l'agriculture, l'exploitation agricole telle qu'elle est maintenant? C'est pas clair. Autre chose, les OGM. Est-ce qu'il faut introduire progressivement les OGM ou est-ce qu'il faut en faire un sujet tabou? Les OGM génétiquement modifiés. C'est ça, les OGM, c'est les organismes génétiquement modifiés. Et il y a beaucoup de pays qui utilisent ça, comme le Burkina Faso. Et chez nous, on fait un embargo presque total sur les OGM. Est-ce qu'il faut continuer à faire cela ou est-ce qu'il faut changer de cap? Voyez bien, les pesticides, ça nous empêche d'exporter. Il faut comprendre que la plupart de nos produits, les fruits et légumes en particulier, ont énormément de problèmes en termes de résidus de pesticides. Quand on fait des analyses au niveau des labos, on trouve des limites qui sont largement au-delà de ce qui est toléré. Mais ça, c'est un problème. Mais on ne peut pas... soit on utilise les OGM, soit on utilise les pesticides. Ça aussi, c'est des choix à clarifier. Et je pense que dans beaucoup d'autres domaines, il y a des choix à clarifier.
Dans le domaine des prix des denrées de première nécessité, là aussi un autre problème. On voit objectivement beaucoup d'efforts du gouvernement dans le sens d'alléger les souffrances des populations dans ce sens-là. Mais on voit que l'impact n'est pas toujours réel. Quel est le problème? Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau aussi? Même chose. Je crois que dans ce domaine, comme dans les autres domaines, l'État n'a pas de politique tout à fait visible. Quand moi j'analyse le phénomène des prix, que ce soit le sucre, que ce soit l'huile, que ce soit la farine, j'ai fait une étude sur ça récemment. On est frappé par les incohérences de l'intervention de l'État. Vous savez, dans le domaine de la politique économique, on ne peut pas faire l'économie comme dans la vie de façon générale. On ne peut pas faire l'économie de faire des choix. Quand on fait des choix, il y a des gens qui vont applaudir, il y a des gens qui vont contester, et des gens qui vont combattre. Naturellement. Mais il faut l'assumer. Alors dans ce domaine-là, l'État veut protéger les producteurs et protéger en même temps les consommateurs. Et je vous dis que ce n'est pas possible. On ne peut pas protéger les producteurs et protéger les consommateurs. C'est deux choses qui sont totalement incompatibles. Et l'État ajoute un autre objectif, préserver ses recettes. C'est pas possible. Lorsque vous décidez de protéger les producteurs, et ça signifie que vous acceptez que les prix se situent au niveau de leur niveau mondial. Et ce qu'on a fait jusqu'ici. Mais on a demandé aux consommateurs énormément de sacrifices pour les producteurs. Il faut comprendre que pour l'huile, pour le sucre, les prix pratiqués, parfois, sont le double de ce qui est observé au niveau international. On l'avait fait pour bâtir une base industrielle. Maintenant, l'État peut dire, je vais continuer à le faire, en réaménageant, peut-être en demandant davantage de comptes aux producteurs, ça c'est une option. L'État peut dire, on l'a suffisamment fait, maintenant on va ouvrir les frontières, on se rend compte que la farine, l'huile, etc., ne sont pas des secteurs sur lesquels on peut être compétitif, on les laisse de côté, on laisse les commerçants importer et on va s'orienter vers d'autres secteurs. Ça, c'est une autre option, mais on ne peut pas faire les deux. Parce que si on suit l'option de protéger les producteurs, les prix augmentent et les consommateurs paient. Si on fait l'option inverse, les prix baissent et la base productive concernant ces produits disparaît. Voyez bien, dans tous les cas, il y a des pour, il y a des contre, il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais il faut les assumer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Opérer un choix et s'en arrêter là? D'abord, mais il y a des pays qui ont réussi avec l'une des options et d'autres qui ont réussi avec l'autre option. Oui, mais il y a aussi une base sociale dans les décisions qui sont prises généralement pour baisser les prix. Vous savez qu'un gouvernement, quand il baisse les prix, la base sociale est fondamentale. Il faut alléger les souffrances parce qu'effectivement, on a promis cela aux populations. Je suis d'accord, mais il faut comprendre que les promesses d'un candidat, ce n'est pas la réalité d'un chef d'État. Un candidat, il est comme vous et moi. Il n'a rien à gérer. Enfin bien, il a son intuition, il a son équipe, il a sa façon de voir les choses. Maintenant, une fois que vous commencez à gérer les États, on vous amène sur votre table des dossiers réels. Et il ne s'agit pas de promettre quelque chose qu'on ne peut pas faire. Parce que pour ces produits-là, si on prend l'option de fermer les usines, les entreprises qui les réalisent, mais on va les importer. Mais à ce moment-là, on n'a pas davantage de maîtrise sur les prix. Il faut expliquer ça aux consommateurs. La plupart des pays qui nous entourent, le Mali, le Bénin, les pays d'Afrique centrale, ils consomment ce qu'ils produisent. Nous, on importe pratiquement la totalité de ce qu'on consomme. Il y a un effort de réorientation de la consommation à faire. Je pense que tout ça doit être bien géré. Mais le problème le plus fondamental, c'est d'abord d'avoir des choix clairs. Qu'est-ce que l'État peut faire? Enfin bien, on veut faire de la politique industrielle. La politique industrielle, c'est ce qu'on appelle la politique sectorielle. On vise des produits, des secteurs à promouvoir. Il faut les identifier. Est-ce que le sucre, c'est un bon secteur ou c'est un canard boiteux? Est-ce que l'huile, c'est un bon secteur ou c'est un canard boiteux? Une fois qu'on a résolu ce problème, mais on s'oriente vers le soutien ou vers l'abandon. Mais ne pas soutenir d'un pas et vouloir abandonner de l'autre. Ça crée des incohérences, ça crée des problèmes de lisibilité de l'action gouvernementale. Et c'est dangereux pour l'investissement. Parce que l'investissement, c'est un pari sur le futur.
Donc l'État envoie des signaux que les gens captent pour déterminer s'ils investissent ou non. Et si les signaux ne sont pas clairs, on cause beaucoup de dommages à l'économie. Et je crois que la faiblesse fondamentale actuellement de la politique, des prix et dans beaucoup d'autres domaines, c'est la visibilité des choix publics de l'État. D'accord. Politique des prix, politique de baisse du coût de la vie, ça quand même les populations en ont besoin. On a vu qu'au-delà de cet effort-là de réduction, qui n'est pas souvent impacté, on a cette baisse, je veux dire, de la fiscalité sur les salaires. Ça, c'est un autre effort. Pourquoi, à votre avis, ça n'impacte pas toujours? Parce que les concernés sont très minoritaires. C'est ce que je dis. Les salariés, l'État, oui. Les salariés, on a dit récemment que dans le public, ça tourne autour de 200 000. Dans le privé, on l'estime autour de... dans le public, c'est 100 000. Dans le privé, on estime autour de 200 000. On parlait en tout de 500 000. Non, je crois que ça n'atteint pas ce niveau-là. Mais même si c'était 500 000, la force de travail, c'est énorme. La force de travail, c'est l'offre de travail. Hein. C'est énorme. Je vous dis qu'il y a 200 000 primo-entrants. Je vous dis primo-entrants. Les gens qui accèdent pour la première fois au marché de l'emploi. Chaque année, il y a 200 000 qui viennent. Mais ces 200 000 viennent s'ajouter en stock qui est là. Et des gens qu'on renvoie qui perdent le boulot. Donc, il y a énormément de sous-emploi, énormément de chômage. 300 000, ça représente une goutte d'eau dans l'océan par rapport à ça. Voyez? Et faire des baisses de salaire à ce groupuscule, je suis désolé, j'en fais partie, j'applaudis de ce point de vue. Mais par rapport à l'État, à la collectivité, moi ça me pose problème. Parce que quand même 29 milliards, on renonce c'est à 29 milliards qu'on renonce. Et je ne suis pas sûr que le jeu en vaut la preuve. Et personne n'est calmé, les salariés en demandent encore plus, et les autres en demandent encore plus. On est dans un pays où on a besoin d'argent. À chaque fois qu'on doit prendre la décision de dépenser de l'argent ou de renoncer à des ressources, je crois qu'il faut réfléchir de manière très profonde. Il y a des demandes partout, des demandes tout à fait légitimes. Et à mon avis, donner cet argent-là aux salariés, je le dis cette fois-ci en tant qu'économiste et non en tant que salarié, ça ne me paraît pas tout à fait un choix légitime au regard de la demande sociale. D'accord. Alors, professeur, avant de terminer cette émission, on va parler un peu de l'université, votre milieu naturel. Vous êtes professeur titulaire des universités, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. On a vu que là aussi, on va vers des réformes. Est-ce qu'on peut, avec ces réformes-là, justement, mettre l'université de Dakar sur les rails? Si vous me permettez, je voudrais éviter de parler de l'université. Ah oui? Pour une raison bien simple, c'est que je suis acteur, je suis quand même doyen. Ouais. Et je suis impliqué au niveau institutionnel dans tout ce qu'on fait. Et je ne voudrais pas commettre un délit d'initié. Donc vous comprendrez que je mets des réserves par rapport à l'université. D'accord, mais vous avez quand même un mot. Je vois les choses qui se font, j'ai mon opinion et je décline mon opinion là où je dois le faire, c'est-à-dire au niveau institutionnel, mais je ne suis pas détaché, tout autant que je le suis dans la gestion de l'économie, où je peux émettre ma position de manière tout à fait libre d'universitaire, mais puisque là je suis impliqué comme toi, je voudrais réserver mon opinion. Si vous elles sont bonnes les réformes quand même, non? Je pense que globalement on peut dire qu'il y a des choses qui se font, mais je voudrais encore une fois réserver mon opinion par rapport à ça. Est-ce que l'État, le gouvernement tire profit de l'expertise suffisamment qui est à l'université généralement? Je crois qu'il y a quand même sur ce plan-là quelques frustrations. Dans la réflexion stratégique, je crois que les universités ont énormément de choses à apporter. Un pays se construit sur la base d'interactions entre les acteurs politiques et les universitaires qui ont plus de recul pour regarder les données de manière très froide, voilà, et donner des opinions neutres et expertes. Je crois que cette interaction-là, c'est un secret de polichinelle que de dire que ça n'est pas au niveau où ça devrait être dans notre pays, même dans les pays développés, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Allemagne, que ce soit dans les pays émergents. Il y a une interaction très forte entre le gouvernement et les universitaires, soit individuellement, soit à travers les think tanks. Et je crois que malheureusement, ça, ce n'est pas tellement visible dans notre pays. Ça, on peut quand même le regretter. Je pose
pose cette dernière question parce que il y a suffisamment de choses que vous développez qui pourraient être profitables à l'État. On travaille avec l'État en général par l'intermédiaire des partenaires financiers de l'État. Pas directement? En général, on travaille quand même avec quelques services de l'État. On a beaucoup d'expérience de travail avec beaucoup de structures du ministère des Finances, du ministère des Commerces. Et là, je m'en réjouis. Mais quand même, sur certains secteurs clés, on travaille plus par l'intermédiaire des bailleurs, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit l'AFD, que ce soit le gouvernement japonais, etc., qui demandent qu'on fasse des travaux de réflexion qui alimentent les dialogues qu'ils entretiennent avec les pouvoirs publics. Mais directement, non, pas. D'accord. On espère que les pouvoirs publics vont tirer profit en tout cas de ces enseignements, de ces leçons. Je rappelle, mesdames, messieurs, que nous étions avec le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Ahmadou Ali Mbaye. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Mesdames, messieurs, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain.